Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal d'Asnières. Séance masquée, comme vous le constatez, puisque nous réintégrons notre salle du Conseil municipal, notre salle habituelle, qui a été aménagée aussi pour l'occasion, avec un certain nombre de structures en plexiglas, voilà, pour séparer les uns les autres et pour organiser la distanciation. D'ailleurs, vous verrez que pour la retransmission, peut-être un certain nombre de prises de vue seront inhabituelles, parce que c'est vrai que les caméras ne peuvent pas cadrer exactement de la même façon. Ce sera peut-être plus des prises de vue, me dit-on, globales et générales. On verra. En tout cas, William Baruch et son équipe sont à la manœuvre et feront de leur mieux avec cette configuration, il est vrai, particulière. Alors, la séance est donc ouverte. Afin que celle-ci ne soit pas perturbée, je vous invite à éteindre vos téléphones portables, ou à tout le moins, si c'est trop, au moins les mettre sur silencieux. Voilà. Ensuite, concernant les points inscrits à l'ordre du jour, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, nous avons modifié l'ordre du jour en ajoutant 3 points. Le chapitre 5, développement économique, emploi et commerce, concernant l'engagement de la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste pour le local qui se trouve 66 avenue de la Marne. Sur le chapitre 9, patrimoine, la création d'une chambre funéraire au 3 avenue de l'Égalité. Sur le chapitre 12, éducation enfance, concernant l'attribution d'une subvention de fonctionnement et signature d'une convention dans le cadre de la mise en place des projets artistiques et culturels pour les écoles élémentaires situées en réseau d'éducation prioritaire et les associations Théâtre des Mondes, Les Petits Souliers, le Studio d'Asnières et Namaste Ni. Nous passons maintenant à l'ordre du jour du Conseil municipal par la nomination du secrétaire de séance. Si vous en êtes d'accord, nous proposons, comme de coutume, aux plus jeunes d'entre nous d'assurer cette fonction. Et il s'agit toujours de M. Hugo Huette, s'il en est d'accord, et si vous en êtes d'accord vous-même. Oui, il en est ainsi décidé. Donc j'invite Hugo à procéder à l'appel nominal. Monsieur Manuel Achliman. Présent. Monsieur André Mancipose. Présent. Madame Angelina Bourdier-Charef. Monsieur Thomas Lam. Madame Josiane Fischer. Monsieur Guillaume Marr. Madame Caroline Carmentran. Monsieur Frédéric Sidbon. Madame Marie-Do Achliman. Monsieur Thierry Sellier, Madame Julie Casaban, Monsieur Thierry Michel Isoard, Madame Sylvie Ménard, Monsieur Thierry Legac, bon, Madame Rita Shriki-Mangeau, Monsieur Cyril Reclus, Madame Marie-Christine Saradjian, Monsieur Thomas Doublic, Madame Barbara Trottenard, Monsieur Frédéric Couvercel, Madame Clotilde Dubois, Monsieur Christophe Guillaume-Noël, Madame Emmanuela Dupont, Madame Cécile Deloy, excusez pour voir Madame Fischer, Monsieur Hugo Huette présent, Madame Lise Fagna, Madame Méral, Monsieur Thibault Acrise, excusez pour voir Monsieur Doublic, Madame Sandrine Aouli, excusez pour voir Monsieur Legac, Monsieur Philippe Garrigue, Madame Isabelle Kaplan, Monsieur Armand Coury, Monsieur Arthur Coste, Madame Fariza Amar, Monsieur Antoine Depince, excusez, retard, Madame Florence Sivac, Monsieur Hugues Boulard, Madame Danielle Guettet, Monsieur Daniel Nemarque, Madame Aminata Cissé, excusez pour voir Madame Bourdier-Charef, Monsieur Nicolas Oneveu, Madame Marie-Hélène Bonneau, Monsieur Marc Sonnet, Madame Catherine Costa,
Excusez pouvoir Madame Picard-Marcovecchio. Monsieur François Tronchon. Madame Sandrine Picard-Marcovecchio. Monsieur Luc Ramotowski, excusez pouvoir Monsieur Tronchon. Monsieur Laurent Guillard. Madame Francesca Paschini. Monsieur Thomas Bury. Monsieur Romain Géanin, excusez pouvoir Madame Ravier. Madame Yélène Ravier. Le quorum est donc atteint, a priori, hein, si on a bien compté. On est bon. Alors, je vous propose maintenant de passer au point suivant de l'ordre du jour, à savoir la désignation de représentants du conseil municipal pour siéger au sein de différents organismes. Alors, comme à chaque renouvellement du conseil municipal, nous procédons ce soir aux désignations d'élus appelés à siéger au sein d'instances dans lesquelles la ville doit être représentée. Vous vous souvenez qu'avant l'été, on avait déjà procédé à un certain nombre de nominations. On continue ce soir. Je rappelle que les élections au sein de la commission consultative des marchés d'approvisionnement, de la commission locale d'évaluation des charges territoriales de l'établissement public territorial Boucle-Nord de Seine et de la commission consultative des services publics locaux s'effectueront au scrutin majoritaire. Un bref rappel des missions de chaque organisme est présenté dans la note de synthèse qui est jointe à vos dossiers. Dans la mesure où une seule liste a été présentée pour les élections au scrutin majoritaire et conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, les nominations prennent effet immédiatement et il n'est donc pas nécessaire de voter. Les candidats désignés sont donc, pour la commission consultative des marchés d'approvisionnement, M. Daniel Neymarck, pour la CLECT de l'établissement public Boucle-Nord de Seine, M. Guillaume Mar et M. Thibault Acrise, pour la commission consultative du service public locaux, les représentants d'associations locales pour le stationnement automobile souterrain et le service de la mise en fourrière des véhicules, Madame Isard, de l'association Vague, que vous connaissez, Monsieur Lagaillarde, les 50 en furie, vous connaissez peut-être, les motos, Monsieur Cucot, association de la place des Victoires, Madame Boisise, association des commerçants du quartier de Seine, et Madame Decevin, pour l'association Handisport Agnières, Handisport plus Agnières. Sur la gestion des marchés d'approvisionnement, Madame Boisise, déjà citée, Monsieur Cucot, Monsieur Danpont pour l'Union des commerçants de Bécon-Agnières, Madame Mambrive pour l'association Elson Food et Madame Bistugars pour l'association Les Amis de la French Cop. Nous passons au point suivant, avec l'approbation des procès-verbaux des séances du 21 novembre 2019, 19 décembre 2019, 27 mai 2020, 18 juin 2020 et 9 juillet 2020. Ces projets vous ont été communiqués par courriel et des demandes de rectification ont été reçues et réalisées. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur ces procès-verbaux ou les modifications ainsi réalisées vous conviennent-elles? Je pense que oui. Si c'est le cas, on va voter. Donc, je soumets les PV du 21 novembre 2019 et 19 décembre 2019 au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. PV du 27 mai 2020, 18 juin 2020, 9 juillet 2020. Qui est pour? Qui est contre? Vous avez le micro, madame, pour nous expliquer pourquoi vous êtes contre. J'ai manqué l'annonce au départ également de la validation du PV du conseil municipal d'installation, donc du 27 mai 2020. Oui. Donc nous, on a fait deux demandes de modification à ce PV qui ont été partiellement intégrées, puisqu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de souci. Petite explication, donc lors du vote et des annonces du résultat du vote pour les sièges à la commission d'appel d'offres, au CCAS et également à l'OPT, il y a eu des erreurs dans les annonces qui ont ensuite été corrigées lors du conseil municipal du 18 juin.
Ouais. Donc, dans le premier projet de PV de conseil municipal qui nous a été transmis, il était simplement indiqué « les résultats ont été annoncés », sans mentionner quels étaient les résultats qui avaient été annoncés. Donc, nous avons demandé à ce que les résultats annoncés soient mentionnés et qu'une mention indique que ces résultats avaient ensuite été corrigés. Ouais. Et donc, la mention « les résultats ont ensuite été corrigés le 18 juin » n'a pas été portée au PV. Ah. Donc, nous demandons à ce que ce soit fait. Et également, on trouve que pour l'information des citoyens qui pourraient regarder la vidéo de ce conseil municipal d'installation, il serait important et juste de mentionner que les résultats annoncés ont été corrigés le 18 juin, sans forcément détailler la correction, mais Vous avez tout à à fait raison. minima de l'indiquer. Oui, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, c'est même indispensable. Donc ça, il est encore temps effectivement de modifier en ce sens. On est d'accord? J'ai pas entendu, pardon. Je dis, vous avez d'abord d'une part tout à fait raison, et il convient effectivement que les PV reflètent le plus fidèlement possible les débats et ce qui se produit en séance publique. Et d'autre part, donc à partir de là, s'il est encore possible effectivement de les modifier en ce sens, je souhaite effectivement que cela soit fait. Bah, oui, ça me semble. Parce que c'est deux commissions qui sont quand même importantes. Oui, tout à fait. Et Alors effectivement, c'était des erreurs matérielles, mais il convient effectivement de rectifier, y compris les erreurs matérielles sur ce type de problématique. Vous avez raison. Donc même si, encore une fois, parce que ça, on en a débattu un petit peu entre nous tout à l'heure, lors du conseil municipal en question, effectivement, ça n'a pas été débattu dans la séance. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, un citoyen qui voudrait savoir qui a été élu, je pense nécessaire de lui indiquer qu'une correction a été apportée. Oui, je propose en effet qu'on modifie en ce sens, oui. Tout à fait. On est OK? Oui, on est OK. Donc dans ces conditions-là, voilà, il en est ainsi décidé. Merci. Donc on repasse au vote. Le 27 mai donc 2020, 18 juin 2020, 9 juillet 2020, donc qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous en remercie. Nous passons maintenant au chapitre Finances. Monsieur Mar, maire adjoint aux Finances, nous vous écoutons pour le premier point. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, nous vous présentons une délibération qui est destinée à simplifier les imputations et les écritures budgétaires. En effet, il est apparu plus pertinent d'intégrer le budget de la Caisse des écoles au budget général. L'article 212-10 du Code de l'éducation dispose que lorsque la Caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant les 3 dernières années, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. Les conditions étant remplies, le trésorier a demandé la dissolution du budget de la Caisse des écoles. Donc, à la demande du trésorier, les actions correspondantes sont désormais imputées à la fois sur le budget principal de la ville et sur le budget du CCAS. Il nous est donc proposé d'approuver la dissolution du budget de la Caisse des écoles à compter du 1er janvier 2021. Merci. Oui, madame. Prendre la parole pour vous expliquer les raisons qui vont nous porter à nous opposer à ce point à l'ordre du jour. Nous ne souhaitons pas voir disparaître la Caisse des écoles telle qu'elle a existé, qui a une vraie vocation à favoriser des projets d'éducation, ainsi que des actions de réflexion et de concertation autour de cet axe. Mais elle a également une vraie vocation sociale. Elle permet aussi à des parents et à des enseignants, en tant qu'élus par l'Assemblée générale, de participer aux instances et à la prise de décision. Nous estimons que cela serait un non-sens, surtout en ce moment où, suite au confinement, un certain nombre d'enfants ont besoin d'une aide particulière et exceptionnelle pour se réapproprier l'école et leur vie d'élève. Par ces différents motifs, nous avons décidé de voter contre cette délibération. D'accord, avant de rendre la parole à Guillaume, vous avez bien compris que les choses soient bien claires, et Guillaume l'a exprimé, que c'est une demande comptable du trésorier, et non pas une décision entre guillemets politique de la ville d'Asnières. On a effectivement bien regardé cela, et c'est important puisque le trésorier considère que cette caisse n'a pas lieu d'être. Évidemment, toutes les actions correspondantes, et ça en maintient tout, c'est-à-dire que
aucune action n'est amputée par cette suppression comptable. Et évidemment, l'engagement de la ville est toujours le même. Donc il faut le savoir. Voilà. Après, c'est votre choix et je le respecte, hein, mais je le reprécise juste pour que les choses soient claires sur l'origine de cette décision. Monsieur Mar. Merci, monsieur le maire. Oui, dans vos propos, j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion. En fait, la caisse des écoles est comme un budget annexe, s'il vous plaît, si vous voulez. Et depuis 2017, on a voté en conseil municipal la mise en sommeil. Donc ça ne veut pas dire que les actions vont s'arrêter ou se sont arrêtées en 2017. Elles continuent. Elles vont continuer sous la même forme, sauf qu'elles seront imputées comptablement, soit sur le budget de la ville, soit sur le budget du CCAS. Donc en fait, l'action va perdurer telle qu'elle est actuellement. C'est juste une opération comptable, une opération budgétaire où on déplace en fait les écritures comptables, où elles sont déjà déplacées en plus depuis 2017. Donc il n'y a pas lieu non plus, à mon avis, de voter contre, puisque c'est juste des imputations comptables déplacées. On vous rend la parole. Est-ce que du coup, l'organe reste toujours le même? Est-ce que les parents seront présents, les enseignants seront présents, les Marido. directeurs d'école? Marido et Slimane. Merci. Alors, bonsoir. Juste quelques éléments pour compléter la présentation qui a été faite et vous rassurer, chers collègues, pour vous permettre de voter en toute connaissance de cause et de voter de façon éclairée. Comme cela a été indiqué, cette caisse des écoles subit c'est une décision, on va dire, d'ordre comptable, mais les actions qui étaient portées par ce dispositif ont continué d'exister malgré la mise en sommeil depuis 2017. Comme le disait Guillaume Mar très justement, deux enveloppes ont été créées en 2017 pour recevoir les fonds, les recettes destinées aux actions collectives et individuelles à caractère social portées par la Caisse des écoles, mais aussi toutes les actions qui concernent la réussite éducative, qui sont très importantes pour nous. Donc, une partie est imputée sur le CCAS, donc dépensée par le CCAS, et une partie est dépensée sur le budget de la ville, donc le budget de l'éducation. Pour vous rassurer, depuis 2017 et bien avant, les crédits dédiés à ces actions, que ce soit la réussite éducative ou que ce soit les aides collectives et individuelles, donc à caractère social, et pour les familles et pour les écoles, c'est-à-dire les projets individuels des écoles, ont toujours été maintenus, voire nous les avons amplifiés depuis 2014, puisque si je m'arrête, si je me réfère à la réussite éducative, bon, ces actions continuent avec notamment les coups de pouce, mais aussi toutes les actions qui sont portées par le contrat de ville, le volet réussite éducative. Donc ça continue à être porté par le budget du CCAS. Et pour ce qui concerne tous les projets présentés par les écoles, les enseignants, les groupes d'enseignants, ça continue à être financé par le budget de la ville à travers une commission des affaires, une commission sociale, qui arbitre les projets qui sont présentés par les écoles. Alors, à titre d'exemple, nous nous sommes réunis au mois de décembre dernier, le 18 décembre, pour examiner les projets portés par plusieurs écoles. Alors, par exemple, il me vient à l'esprit le projet de l'école Réjeanne qui était de faire un séjour autogéré. Eh bien, cette commission a attribué une aide financière pour que les familles qui n'ont pas la possibilité de financer le séjour, pour que leurs enfants ne soient pas privés de séjour. De la même façon, pour l'école maternelle du Parc, il y avait un projet jardinage qui nécessitait des achats de matériel pour jardiner avec les enfants de maternelle. Eh bien, le projet a été validé. Pour l'école Poincaré B, il y avait un projet de séjour à Mandres-les-Roses pour 54 enfants. Le projet a été validé. Et donc, auparavant, avant 2014, c'était une moyenne de 1 000 € par an. Et depuis 2014, nous finançons 10 000 € par an pour les projets portés par les écoles. Donc vous votez comme vous voulez, il n'y a pas de souci, mais je pense que ce ne serait pas vraiment judicieux symboliquement de vous opposer à une organisation comptable qui ne retire rien aux actions qui sont faites
pour les écoles, pour les familles et pour la réussite éducative en général. J'espère que je vous ai rassuré. Monsieur Guillard, pour l'opposition. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Nous, ce qu'on regrette, c'est déjà la froideur de l'opération comptable. Il y a vraiment une véritable différence entre de la pure comptabilité et puis la vraie vie. Et deuxième chose, c'est l'aspect de gouvernance qu'il y a de différent entre justement une caisse des écoles où pouvait intervenir un collège composé notamment d'élus de la majorité, du maire, mais aussi d'enseignants, voire de parents d'élèves, voire de personnes de l'éducation nationale, enfin inspecteurs de l'éducation nationale. Et alors que là, ce qui nous est proposé, c'est d'intégrer le budget de la Caisse des écoles au sein, donc justement, du budget de la ville et du CCS de manière partielle de chacune de leur côté, ce qui donne un aspect politique, pour le coup, justement, de la gestion de la Caisse des écoles. Après, je vous remercie pour vos explications. Vous nous avez donné quelques éléments chiffrés, mais pour autant, vous donnerez nécessairement un aspect politique, justement, à la gestion de la Caisse des écoles, alors que la Caisse des écoles avait notamment donc sa faculté à pouvoir avoir un mode de gouvernance géré avec des personnes de collèges vraiment différents, d'origines différentes, mais aussi pouvant notamment recevoir, ce qui se faisait pendant un temps, des dons dédiés justement à la Caisse des écoles, notamment lors des mariages qui pouvaient intervenir à la mairie. Voilà, donc on maintient notre position, on entend effectivement la position du trésorier, qui est une position strictement comptable. Nous, on ne veut pas avoir une position strictement comptable parce qu'on la trouve froide, pour le coup, et donc nous persistons donc justement dans notre vote contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Marie-Do, et puis ensuite on passera au vote. Oui, alors vous votez comme vous voulez, mais je ne peux pas vous laisser dire que c'est une présentation et que c'est une gestion politique de ces questions, pour la bonne et simple raison que cette commission qui examine les projets pour le volet aide individuelle et collective pour les projets des écoles est composée de l'inspectrice de l'éducation nationale ou de son représentant qui, bon, sauf erreur de ma part, n'est pas une politique, des représentants d'EDEN, c'est-à-dire des anciens enseignants et anciens directeurs d'école qui se sont impliqués bénévolement et qui siègent dans les écoles et qui donc ont tout à fait qualité et vocation à accompagner les projets des écoles, les associations de parents d'élèves qui sont représentants aussi au sein de cette commission pour se prononcer sur les projets, plus des élus, enfin je veux dire, après vous faites comme vous voulez, et puis après sur l'aspect de la froideur, moi je préfère donner 10 000 € et considérer que nous sommes froids plutôt que de donner 1 000 € et de penser qu'on est chaud. Hein, voilà. Bon, on va passer au vote si vous voulez bien. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Adopté. Avant de poursuivre, et comme je le fais à chaque conseil municipal, ou quasi, avec le chapitre subventions, si parmi vous, certains sont membres des conseils d'administration ou de bureaux d'association, ou ont un intérêt dans une association, je les invite à ne pas prendre part au débat et au vote et de bien vouloir sortir de la salle lorsqu'il sera question de l'association qui les intéresse. De ce fait, par exemple, j'invite M. Tronchon, qui a un intérêt pour le cercle d'escrime d'Asnières, à sortir de cette enceinte pour cette délibération. Je précise que ces règles existent en matière de conflit d'intérêts, pour éviter tout conflit d'intérêts entre des élus, membres d'instances dirigeantes associatives et l'association elle-même. Voilà, un élu qui est membre d'un bureau d'une association n'a pas le droit de soutenir un vote de subvention pour l'association dont il est membre du bureau ou du conseil d'administration. Voilà, mais bon, ça c'est M. Tronchon, mais enfin, s'il y en a d'autres, hein, n'hésitez pas, parce que on ne suit pas individuellement chacun et chacune d'entre vous dans sa vie privée associative, mais bon, donc sachez-le. Alors, pour la partie
attribution de subvention, je laisse la parole à Madame Dubois pour le premier point et à Madame Casaban qui suivra sur le deuxième point. Donc, Clotilde. Parole. Merci Monsieur le maire. Bonsoir mes chers collègues. Donc, le contrat de développement département-ville consiste en une programmation triennale dans le cadre de laquelle sont allouées des subventions de fonctionnement à des associations locales. Au titre des 27, au total ici, 27 associations donc, sont subventionnées dans le cadre du CDDV au titre de l'année 2020 pour un montant total de 233 227 €, dont 6 associations sur le secteur culture pour un montant de 34 500 € et 21 associations dans le secteur sportif pour un montant de 198 727 €. Vous avez le détail des montants et des bénéficiaires dans le projet des délibérations. Et ce soir, il nous est donc proposé d'approuver l'attribution de ces subventions au titre de l'année 2020. Je vous remercie. Alors peut-être pour que chacun soit bien informé encore une fois des associations, peut-on donner lecture rapidement des noms des associations si tu les as? Je ne les ai pas dans le projet de délibération parce que j'ai que le début, mais je les ai dans un tableau, là, je vais pouvoir vous le dire. Donc j'ai la compagnie du Catogan dans le secteur culture, la compagnie Sémaphore, l'association des Notes et des Hommes, l'association Divertimenti, l'association Les Amis de l'Orgue de Sainte-Geneviève d'Asnières, ainsi que le Théâtre du Voyageur. Donc ça, c'est pour la culture. Et alors, pour le sport, je ne suis pas certaine d'avoir je ne sais pas si Julie, tu as ta liste. Non, alors moi, j'ai dans le projet de délibération, je n'ai pas le tableau de... Je n'ai pas la totalité. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les arts martiaux d'Asnières, Asnières athlétisme, Asnières basketball, Asnières boule parisienne, Asnières digital fighting jitsu, Asnières gymnastique, Asnières handball club, Asnières jujutsu, Asnières volley 92 et Asnières sportive relais hockey les démons d'Asnières et Azur tennis club d'Asnières. On est bon? Il y en a d'autres. C'est bien ce qui me semblait. Oui, mais j'ai qu'une partie alors. On va te donner la liste complète, comme ça tu... Merci beaucoup. Tu n'oublieras personne. C'est ça qui reste? Ah ben voilà, Cercle d'escrime d'Asnières, Club sportif badminton Asnières-Roi, Fight Club d'Asnières, Football Club d'Asnières, Handisport plus Asnières, Hockey Club d'Asnières, James Muay Thai, Kickboxing Asnières, Maglis, Molos et Taekwondo Club Elite. D'accord. Merci. Comme chaque année, la ville est sollicitée par le comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le cancer afin d'organiser l'opération Nager contre le cancer. Le 22 novembre prochain, et sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire due à la Covid-19, cette association tiendra un stand d'information et de vente d'objets dans le hall de la piscine municipale. La recette du jour, quant à elle, lui est allouée sous forme de subvention. Il nous est donc proposé d'approuver pour cette journée prévue l'attribution d'une subvention exceptionnelle au comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le cancer, dont le montant correspond à l'intégralité des recettes des entrées effectuées et encaissées par la régie piscine. Merci. Merci. Monsieur Tronchon, on n'a pas encore voté le chapitre association. Ceux qui vous ont demandé de rentrer portent une lourde responsabilité dans ce qui pourrait bien vous arriver. Non. Donc, mais ça ne saurait tarder. Donc, on va voter d'abord sur le point présenté par Clotilde Dubois. Donc, qui vote pour? Contre? Adopté. Abstention? Non. Adopté. Je vous remercie. Le point présenté par Julie Casaban, la Ligue contre le cancer, qui est pour? Voilà. Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. Donc, on peut noter effectivement le retour de M. Tronchon. Alors, on passe au point suivant. Et je laisse la parole à M. Mar, maire adjoint aux finances, pour les demandes de subventions et marchés publics.
Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid, le département a souhaité apporter son soutien exceptionnel aux communes des Hauts-de-Seine pour leur permettre de faire face aux dépenses résultant de cette situation. En l'espèce, le département propose d'apporter à la ville une aide financière d'urgence d'un montant de 876 140 €. Il nous est donc proposé d'approuver ce projet de contrat de soutien et d'autoriser monsieur le maire à signer le présent contrat. Alors un peu plus concrètement, ces dépenses de 876 000 € ont été consacrées aux masques, aux produits sanitaires, à la distribution de gel, et aux panneaux de prise de température, ainsi que la distribution alimentaire. Merci. Merci. Monsieur Guillard pour l'opposition. Merci, monsieur le maire. C'est une délibération qui nous interpelle, très sincèrement, parce que je me suis amusé à faire quelques petites règles de 3. On est à 1 600 000 habitants à peu près sur les Hauts-de-Seine. Asnières en fait à peu près 5%. Or, avec l'excédent budgétaire qui a été dégagé en 2019 de 664 millions d'euros, on s'aperçoit que la subvention qu'a daigné nous donner le département des Hauts-de-Seine représente 0,13%. Je ne le cache pas, c'est faible. Au regard des besoins que peuvent avoir une ville comme la ville d'Asnières, quels que soient les sujets d'ailleurs, on trouve que la solidarité montrée par le département des Hauts-de-Seine, on ne va pas cracher dessus évidemment, on va voter pour cette subvention, mais pour autant on s'étonne, on est attristé de voir que le département des Hauts-de-Seine ne fait pas montre de plus de solidarité envers les communes des Hauts-de-Seine. Je vous remercie. Josiane Fischer. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le département a souhaité donner pour chaque commune, déjà en argent, 10 € par habitant. Toutes les communes reçoivent la même chose en fonction du nombre d'habitants. Ensuite, vous vous souvenez qu'il y a eu une dotation de masques par le conseil départemental, donc de façon importante au tout début quand il n'y avait pas de masques. Ensuite, il a été voté au conseil départemental des aides pour les allocataires de la prime d'activité, enfin les bénéficiaires de la prime d'activité, qui ont pu bénéficier de subventions qui vont de 150 à 400 € par foyer. Ensuite, il y a eu des aides pour les entreprises et pour les commerçants. Et d'ailleurs, Asnières en a bénéficié largement grâce à l'action de nos élus qui ont bien alerté les potentiels bénéficiaires. Et Asnières se place très bien dans le montant des subventions accordées. Et il y a eu aussi des prêts pour lesquels un fonds intercommunal, interdépartemental même, puisque la région a participé. Et donc, mes collègues conseillers régionaux ont voté cela aussi. Donc, les collectivités et le conseil régional et le conseil départemental pour mettre en place un fonds pour permettre des prêts aux entreprises qui sont en difficulté. Donc, l'ensemble de ces aides va bien au-delà de la somme qui a été accordée au tout début pour aider les villes et qui n'est tout de même pas négligeable. Donc je vous trouve bien sévère d'oublier, ou en tout cas oublieux, de tout ce qui a pu être fait. Ok. On passe au vote, si vous voulez bien, sur ce point. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. La suite, Monsieur Mar, vous avez toujours la parole. Merci, Monsieur le maire. Dernièrement, la ville a fait l'acquisition de structures gonflables et les a installées dans les centres de loisirs. Elles pourront être utilisées tout au long des étés dans le cadre des activités des centres de loisirs dans tous les quartiers d'Asnières, mais aussi lors des fêtes d'enfants. Ce projet peut bénéficier de subventions auprès du Conseil régional d'Île-de-France et tout autre financeur. Il nous est donc demandé ce soir d'approuver l'acquisition de jeux et d'espaces aquatiques et de solliciter en conséquence toute subvention relative à cette acquisition auprès du Conseil régional d'Île-de-France ou tout autre financeur. Bien, écoutez, oui, Marido.
Juste un mot pour me réjouir de cette action qui a été initiée par le Conseil régional d'Île-de-France donc au mois de juillet dernier, dans un contexte Covid que chacun connaît, où plusieurs enfants ont été privés de vacances, de départ en vacances. Et donc la présidente a souhaité que dans les quartiers, mais au-delà dans les villes, où plusieurs enfants étaient appelés à passer leurs vacances d'été dans leur commune, et bien proposer aux villes de s'équiper en structures gonflables et notamment en jeux aquatiques. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant avec les périodes de canicule de pouvoir justement implanter au sein des écoles et donc au bénéfice des accueils de loisirs ces structures. Donc je crois que les enfants ont été ravis, ils ont été installés à partir de la deuxième partie du mois d'août parce qu'il y avait le temps de la commande. Et ce qui est positif, c'est que nous allons conserver ces structures à l'avenir et on pourra les ressortir régulièrement pour les faire tourner dans les écoles et organiser des événements, on va dire, festifs pour les enfants. Et ce sont des structures de très grande qualité. Et voilà, donc je voulais m'en réjouir et remercier le Conseil régional pour cette dotation et bien sûr complétée par la ville d'Asnières. Merci. On vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci à vous. On continue avec les marchés publics. Monsieur Mar. Merci, monsieur le maire. La ville a attribué le 4 avril 2019 à la société Les Petits Chaperons Rouges le contrat de concession de services publics pour la gestion et l'exploitation de 4 établissements d'accueil de jeunes enfants, comprenant 195 places, et ce pour une durée de 7 ans à compter de la date d'accueil effective des usagers par le concessionnaire. Parmi ces 4 établissements, l'établissement multi-accueil Les Sansonnets devait être transféré au sein de la structure gérée par la régie située dans les APSA, avenue des Grésillons, laquelle devait être livrée complètement aménagée ce mois-ci. En effet, 3 phases avaient été prévues entre 2019 et mi-août 2020 et il s'est avéré que seules les premières et deuxièmes phases se sont déroulées selon les plannings prévus. Un retard est à prévoir par le délégataire pour la 3e phase, reportant la livraison de la crèche des Grésillons à avril 2021 et entraînant par la même occasion un décalage au niveau de l'accueil effectif des sections du personnel pour la crèche Les Sansonnets. Il est donc proposé de suspendre les activités de la crèche des Sansonnets en avril 2021 et de prévoir une réouverture en septembre 2021, toujours la même année, permettant la synchronisation du démarrage des travaux de rénovation de cette crèche avec la livraison en avril 2021 de la crèche des Grésillons. Comme mentionné dans vos dossiers, le présent avenant, sans incidence financière, implique en conséquence une modification de la date d'effet du compte d'exploitation prévisionnel de la crèche Les Sansonnets et du compte d'exploitation global de la délégation. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver l'avenant 1 à la concession du service public pour la gestion et l'exploitation des 4 établissements. Merci. Des questions là-dessus? Non, on va passer au vote si vous voulez bien. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Merci à vous. On continue. On passe maintenant au chapitre développement économique et je donne la parole à monsieur Cyril Reclus, maire adjoint. Le premier point sur la reconduction de la convention de partenariat avec la CCI. Donc dans le domaine de la dynamisation commerciale et économique de la ville, nous avons signé une convention de partenariat avec la CCI Île-de-France en avril 2018. Ce partenariat s'avérant concluant, nous avons décidé de le renouveler avec cette année un point spécifique lié au Covid, où nous proposerons en fait spécifiquement dans cette convention un accompagnement administratif, c'est-à-dire que la CCI réalisera des permanences auprès des commerçants pour les aider à réaliser les dossiers de subvention, car on a constaté que malgré toutes les aides qui peuvent exister de la région, du département ou de l'État, certains commerçants rechignent à les faire parce que c'est administrativement trop compliqué. Donc nous voulons lutter contre ça et aider jusqu'au bout les commerçants. Et donc on leur proposera la CCI leur mettra à disposition des permanences pour les aider à remplir ces dossiers-là.
Il y aura également un accompagnement spécifique pour les entreprises en difficulté. Et il y aura un accompagnement en fait, de la CCI avec les associations de commerçants pour les soutenir dans la structuration et leur développement. Il nous est donc proposé d'approuver le principe de signature de cette nouvelle convention allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. Très bien. Oui, madame. Oui, donc on avait effectivement posé une question sur cette thématique à laquelle il nous a été répondu comme à toutes les, enfin aux 6 questions que nous avions posées avant ce conseil municipal. Donc on voudrait aussi vous remercier à l'occasion, enfin les équipes qui nous ont répondu. Donc, d'autres questions sur ce point spécifique était qu'effectivement dans le cadre du plan de relance donc français et européen de 100 milliards, il y a une enveloppe de 34 milliards qui est envisagée au titre de la compétitivité, effectivement pour aider notamment les entreprises. Et donc on se demandait s'il y avait effectivement un point d'information ou un guichet spécifique qui serait proposé à Asnières pour les entreprises et notamment les commerçants et éventuellement les particuliers qui pourraient bénéficier de ce type d'aide. Et effectivement, comme ça vient d'être précisé, il nous a été précisé que la convention avec la CCI avait notamment une partie qui visait à mettre en place ce type de guichet. Cyril ? J'ai répondu ce matin. Sur le point unique pour les commerçants, il y a une adresse mail pour le service commerce, il y a un contact, il y a un manager de commerce. Pour les accompagner, on met ça en plus avec la CCI. Avec M. Neymar, en juin-juillet, on a appelé tous les commerçants pour leur faire part des aides. Donc voilà, on va continuer comme ça. Et moi-même, étant expert comptable de formation, si j'ai connaissance de dispositifs, on en informera et puis on avisera avec Monsieur le maire s'il est important d'appeler à chaque fois tous les commerçants, en sachant qu'on ne va pas appeler à chaque fois les 1000 commerçants à chaque nouvelle mesure. Mais si il y avait un dispositif à nouveau d'aide qui devait voir le jour, oui, on le ferait. Là, de ce que je comprends, de ce que je vois, il y aurait plutôt le chômage partiel, en tout cas pour les restaurateurs, ou voilà. Mais s'il devait y avoir encore un plan de relance, oui, on le ferait. Josiane Fischer. Merci, monsieur le maire. Entre-temps, pour compléter ma réponse précédente, je vous donne quelques chiffres sur le bilan du plan de relance à destination et des foyers et commerces et entreprises, donc mis en place par le département des Hauts-de-Seine. Pour Asnières, 3 785 foyers ont perçu 981 850 € en juin. Il y aura encore quelques sommes, enfin il y a des sommes qui ont été versées en juillet, donc je n'ai pas le total aujourd'hui. 90 entreprises asniéroises ont bénéficié de subventions pour une moyenne de 5 200 €, enfin, dont le montant est en moyenne 5 200 €. Et 9 entreprises ont bénéficié d'une avance remboursable pour une moyenne de 14 200 €. Donc vous voyez que l'aide est loin d'être négligeable. Très bien. On passe au vote. Qui vote pour ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Cyril. Alors le second point, il est sur l'approbation du cahier des charges relatif à la rétrocession du droit au bail au 135 avenue d'Argenteuil. Donc pour rappel, le 10 janvier 2020, la ville a préempté ce local au 135 avenue d'Argenteuil pour 10 000 €. Il y avait un commerce d'alimentation générale qui ne s'inscrivait pas dans cette logique de diversification que l'on veut pour l'avenue d'Argenteuil, qui voulait s'installer. Il a donc été décidé de préempter. Et aujourd'hui, il vous est proposé de valider les modalités de la rétrocession du droit au bail fixées par le cahier des charges. Ok. On est en phase là-dessus. Qui vote pour ? Adopté à l'unanimité. Merci. Le point suivant. Le troisième point est lié, là on est à la fin d'une préemption, c'est la rétrocession du fonds de commerce rue Gallieni. Donc ça c'est un fonds de commerce dont il avait été acté l'année dernière en fin d'année. En fait le repreneur qui est la société Authentico SL qui sera un traiteur qui sera rue Gallieni. Et donc il vous est demandé aujourd'hui d'approuver la rétrocession du droit au bail de ce local au 26 avenue rue Gallieni. Moyennant le prix de 20 000 € qui est payable en 36 mensualités. Bien. On est d'accord ?
Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Et le dernier point est lié à l'engagement de la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste du 66 avenue de la Marne. Donc, la procédure dite d'abandon manifeste est régie par le Code général des collectivités territoriales. En l'espèce, on a le local qui est au 66 avenue de la Marne, qui est la boutique Cadeau Lumière, l'ancienne boutique Cadeau Lumière, qui est manifestement non entretenue et sans occupant habituel depuis des années et des années. Donc, on vous demande, au travers de cette délibération, d'engager la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste, en sachant que le propriétaire aura 6 mois après pour nous répondre et pour faire les travaux en vigueur. Ok. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Je laisse la parole maintenant à Monsieur André Mancipose pour le chapitre urbanisme. Oui. Sur ce point, on avait une question également à laquelle il a été répondu et donc je vous remercie à nouveau, mais juste pour porter à la connaissance. Donc on s'interrogeait sur l'opportunité ou l'intérêt en tout cas d'avoir parmi les locaux qui sont disponibles à Asnières peut-être un intérêt plus marqué à la création d'espaces de coworking, puisque avec le développement du télétravail, on se disait que ça pouvait éventuellement intéresser un certain nombre d'Asniérois. Donc il nous a été répondu que la préemption répond à certains critères, évidemment, et que ne peut se faire, en gros, pour ce type de destination commerciale. Voilà. Donc merci. Pas de questions complémentaires et je confirme notre vote pour. Avant de vous proposer, chers collègues, les deux délibérations d'urbanisme, juste un petit mot sur les espaces de coworking et la politique de préemption. La politique de préemption, elle concerne effectivement les commerces. C'est parce que c'est le dispositif légal que nous utilisons et c'est dans ce cadre-là qu'on a défini un périmètre de préemption à l'intérieur de la ville et qui concerne le tissu commercial. Un petit mot quand même sur les espaces de coworking. Si vous ne l'avez fait, je vous invite, si vous le souhaitez, à reprendre les 2-3 études tout à fait sérieuses qui viennent de sortir sur le potentiel du coworking en face de ce que nous vivons, de la crise que nous vivons. Et il y a aujourd'hui sur le business model des gros acteurs du coworking des très grosses interrogations. Le plus gros acteur international, WeWork, est à 2 doigts, je dis bien à 2 doigts de déposer le bilan. Tout simplement parce qu'en fait, je rappelle quand même que la grande intelligence marketing des géants du coworking et des moins grands, c'est d'avoir su agencer des espaces de bureaux pour y mettre plus de gens, mais avec de l'animation, de la facilitation, etc., et pour maximiser quelque part leurs revenus. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les espaces de coworking, et fort malheureusement sur Asnières, 2 entreprises de coworking s'étaient installées, et les deux, pour l'instant, ont abandonné parce que la clientèle n'est pas au rendez-vous. Et je pense que le télétravail qui a été plébiscité, enfin en tout cas largement développé pendant cette crise sanitaire qui malheureusement pour nous tous est pas terminée, est un élément d'explication, mais pas le seul. Il y a dans le business model du coworking quelque part aujourd'hui un trop plein de propositions et sur des villes comme les nôtres, il y a sans doute de la place, mais peut-être pas autant qu'on aurait pu le supposer il y a encore 2 ans ou 3 ans. Voilà. Ces études sont disponibles. L'IFOP a fait une étude très intéressante et une étude aussi de Nexity qui a été très intéressante. Vous pouvez retrouver ça sur Google. Moi, je les ai parcourues et elles interpellent en tout cas. Moi, je ne suis pas investisseur, mais elles interpellent pour les futurs investisseurs. Notre question n'était pas forcément sur les grands espaces de coworking comme ceux qu'on a connus avant le Covid, mais plutôt la multiplication de petits espaces avec peu de personnes, mais qui offriraient des services comme le Wi-Fi, de l'impression, dont une partie des salariés qui travaillent aujourd'hui dans des bureaux physiques, qui resteraient à Asnières, pourraient trouver une utilité, mais sans intervenir sur le modèle économique, on va dire, pré-crise des grands espaces de coworking. Voilà, enfin bon, merci en tout cas. Voilà.
Alors, très bien. Maintenant, sur l'urbanisme, alors, ce que je vous propose, je vais vous lire les deux délibérations, sont très simples l'une et l'autre. La première délibération sur la ZAC du parc d'affaires, nous avons une chaussée circulante aujourd'hui, qui est la rue Bernard Palissy. Cette rue, en fait, va être intégrée dans le futur parc. Et donc, il y a simplement à vous faire voter le déclassement de l'espace public circulant pour l'intégrer dans le futur parc qui va être réalisé. Pour l'instant, tout est en travaux et évidemment interdit la circulation. Donc là, on est sur ce que j'appelle une réaffectation technique d'un espace public qui va devenir, d'une rue, on va faire un espace vert, en fait. Voilà. Ensuite, la deuxième délibération, elle est simple aussi. Nous avons dans notre patrimoine jusqu'à ce jour un pavillon qui est situé au 39 rue Jeanne d'Arc, qui fait à peu près 155 mètres carrés. On a regardé ce qu'on pouvait faire de ce pavillon et finalement dans nos besoins de la ville, il n'y avait pas de besoin spécifique sur ce pavillon et donc on en avait l'entretien et au bout d'un moment cet entretien finalement c'est des frais de fonctionnement qui en face de quoi il n'y a pas d'utilité publique. Donc on a décidé de le proposer à la vente. Bien évidemment, on applique la procédure, c'est-à-dire qu'on a interrogé les domaines une première fois. On a actualisé, parce qu'on avait eu un premier avis des domaines fin 2018, on avait lancé le process d'appel à proposition de la part de qui voulait d'ailleurs acquérir ce pavillon. Et comme la loi le prévoit, on a réinterrogé les domaines parce que leur avis ne dure qu'un an. Et le dernier avis date du 11 septembre. Le dernier avis est de 512 000 euros. La proposition qui nous est faite est à 515 000, donc elle était parfaitement en ligne avec l'avis des domaines. Et donc il vous est demandé d'acter la cession de ce pavillon à un monsieur qui s'appelle monsieur Riquet. Voilà. Donc, si vous voulez bien, je mets d'abord au vote le déclassement de la rue pour qu'elle rejoigne le parc qui sera constitué donc dans la zone de la ZAC parc d'affaires. Donc, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour? Merci. Il n'y a pas d'abstention, hein? D'accord, merci. Et pour la cession donc, de ce pavillon rue Jeanne d'Arc, qui s'abstient? Ah. Allez-y, je vous en prie. Merci, monsieur Mantipose. Mes chers collègues, on s'étonne en fait de la répétition qu'on peut avoir de ce type de délibération, sauf peut-être aux conseils municipaux d'investiture, où on voit encore une fois la dilapidation du patrimoine municipal. Encore une fois, des bâtiments appartenant à la ville sont cédés et sont remis dans le domaine privé, à des prix d'ailleurs qui peuvent nous surprendre. Alors vous allez nous rétorquer qu'effectivement il y a une procédure et que ça doit être soumis au prix de France Domaine, mais au regard de ce qui est proposé à l'acquéreur, à savoir un prix à peine supérieur à 3 000 euros le mètre carré, alors que ce quartier est plutôt coté à 6 000 euros le mètre carré, déjà on s'étonne que ce bien, qui quand même est de valeur pour le coup, puisse être bradé pour le privé. Ça, c'est la première chose. Après, ce pavillon, vous dites qu'il n'a pas d'utilité, on s'en étonne. Il y a quand même des besoins qui peuvent être repérés, notamment, par exemple, je cite quelques exemples, mais malheureusement c'est trop tard. Peut-être que ça marchera pour d'autres projets que vous pourriez avoir avant de nouveau mettre à la vente du patrimoine municipal. C'est par exemple reloger la maison des femmes, admettons, ou alors du public en situation de précarité. Je pense des personnes qui se retrouvent victimes de violences familiales, par exemple, ou d'enseignants qui arrivent, qui sont affectés sur un poste à la ville et le temps de trouver justement un logement pourraient justement temporairement trouver refuge dans ce type de logement. Là, malheureusement, c'est trop tard. On arrive à une délibération où on doit encore céder un pavillon qui pouvait être habité. Certes, pas aux normes PMR, je connais bien pour le coup, j'y ai habité 10 ans dans cette ville, donc je vois parfaitement où il est situé. Il a une place de parking, donc il aurait pu être vraiment utilisé à bien des fins, et malheureusement, on le retrouve bradé. Alors, certes, c'est le système qui veut ça au niveau de France Domaine, mais pour toutes ces raisons, encore une fois, on va voter contre et faire la remarque aussi que, comme je disais en préambule, c'est une répétition, mais aussi une répétition comptable que vous avez dans ce type de délibération, à savoir brader le patrimoine municipal pour faire du produit comptable, justement, faire de la rentrée d'argent permettant d'équilibrer
tant que faire se peut, votre budget. Et là aussi, on ne peut que s'en insurger. Je vous remercie. Donc juste un élément de réponse. Hein. Vous utilisez le mot le brader, je pense que c'est exagéré, parce que d'une part, France Domaine, ses évaluations sont faites sur le bien et son état, et également sur les prix de marché par rapport à un bien de ce type dans l'état dans lequel et dans le jus dans lequel il est. Hein. Je veux dire, s'il est vendu ce prix-là et évalué là par France Domaine, c'est qu'à lors de la visite, il a été considéré que pour le remettre en bon état, le preneur aurait un certain nombre de travaux à réaliser. Donc ça, c'est un premier point important. Ensuite, dans la liste que vous avez évoquée de possibilités, je voudrais dire que nous, au niveau du département, on a déjà eu ce genre de propositions de votre famille politique. Et avec le président, nous avons répondu quelque chose qui est technique, mais qui est très important. C'est que quand on doit abriter une femme qui est victime de violence et donc la mettre à l'abri, il ne faut pas non plus la mettre dans une structure isolée où personne ne peut l'accompagner. Et donc le département a créé des structures qui permettent d'abriter ces personnes qui évidemment sont en danger grave et qu'il faut abriter le plus vite possible, mais aussi avec des accompagnants, des travailleurs sociaux, etc. Parce que la détresse dans laquelle elles se trouvent, il ne suffit pas de se dire on les met dans un autre logement et puis on les laisse et puis tout se passe bien. Parce que malheureusement, l'individu qui les a violentées peut éventuellement se présenter. Et donc il y a toute une précaution et une protection à organiser, en tout cas dans ce domaine. Voilà. C'est le choix que nous avons fait effectivement de faire de l'arbitrage d'actifs réguliers. C'est quelque chose sur lequel nous sommes, je le sais, depuis de nombreuses années en contradiction. Mais nous assumons notre choix et nous réitérons et nous continuerons à faire ces arbitrages d'actifs régulièrement. Je mets aux voix qui s'abstient. Ah, pardon, il y a une intervention, je ne vous avais pas vu, excusez-moi, hein, allez-y. Bonsoir à tous, je voulais revenir sur la même délibération. C'est vrai que depuis tout à l'heure, beaucoup d'entre vous ont parlé de la crise sociale qui a déjà commencé et qui s'annonce très grave pour pas mal d'Agnérois. Et à ce titre, nous voterons contre cette délibération parce que nous pensons que ce local, ce pavillon, aurait très bien pu être un logement social pour des familles en difficulté. Je rappelle qu'il y a plus de 4000, d'après les chiffres qu'on a, plus de 4000 demandes de logements sociaux à Asnières par an. Et beaucoup de logements vacants quasiment au même nombre. Et donc, pour nous, il nous aurait paru plus opportun d'allouer ce pavillon à un logement social. Merci. Merci. Plus d'autres interventions? Donc je mets aux voix. Qui s'abstient? Donc qui vote contre, s'il vous plaît? Et donc qui vote pour? Merci à tous. Le point suivant, je laisse la parole à ma collègue Madame Shriki-Manjou pour nous parler de garantie d'emprunt. Chers collègues, ce soir, nous allons délibérer sur plusieurs points concernant l'habitat. Premier point, première délibération concerne la garantie d'emprunt accordée à Séquence pour l'acquisition de 23 logements, 6 au 71 boulevard Voltaire à Asnières-sur-Seine. 23 logements situés 71 boulevard Voltaire sont acquis en vente en état futur d'achèvement par Séquence SAHLM, qui a sollicité la ville pour assurer la garantie des prêts qu'elle entend contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le montant global des prêts pour cette opération s'établit à 2 710 625 €. En contrepartie de l'octroi de cette garantie, 5 logements seront réservés pour Asnières. Il convient donc d'accorder cette garantie communale à Séquence pour l'acquisition en VFA de 23 logements, 6 71 boulevard Voltaire. Deuxième délibération, garantie d'emprunt accordée à Séquence pour l'acquisition en VFA de 28 logements situés au 81-85 rue Gabriel-Péry. 28 logements locatifs sociaux situés 81-85 rue Gabriel-Péry sont acquis en VFA par Séquence
SAHLM qui a sollicité la ville pour assurer la garantie des prêts auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le montant global des prêts pour cette opération s'établit à 3 519 894 €. En contrepartie, 6 logements seront réservés pour la ville. Il nous est donc proposé, mes chers collègues, d'accorder la garantie communale à Séquence SAHLM pour l'acquisition en VFA de ces 28 logements locatifs sociaux. Troisième délibération. Garantie d'emprunt accordée à Hauts-de-Seine Habitat pour l'acquisition en VFA de 60 logements collectifs sociaux, ZAC PSA, immeuble lot B1 à Asnières-sur-Seine, attribution d'une surcharge foncière. 60 logements locatifs sociaux situés 200 quai au Lanier sont acquis en VFA par Hauts-de-Seine Habitat, OPH, qui a sollicité la ville d'Asnières-sur-Seine pour assurer la garantie des prêts qu'elle entend contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le montant global des prêts pour cette opération s'établit à 8 301 762 €. Par ailleurs, Hauts-de-Seine Habitat OPH demande l'attribution d'une surcharge foncière de 325 000 € pour cette même opération. En contrepartie, 18 logements sont réservés pour Asnières. Il convient donc d'accorder cette garantie communale et une surcharge foncière de 325 000 € à Hauts-de-Seine Habitat OPH. Je vous remercie. Monsieur Tronchon. J'aurais en fait, bonjour chers collègues, j'aurais besoin en fait d'un avis juridique tout simple. Je suis désolé, j'avais pas réagi avant. Pour le dernier point, ma femme travaillant à Hauts-de-Seine Habitat au service financier, je voulais savoir si je devais m'abstenir ou pas sur ce vote-là. Je vous le recommande. Okay. Parce qu'il semblerait que vous soyez très lié avec votre épouse, donc je vous le recommande. Pour la paix du couple. Non, je pense qu'il vaut mieux que vous ne votiez pas. Voilà. Terminé. Terminé, alors, monsieur le maire. Monsieur, je m'en suppose. Est-ce que pour ces 3 délibérations qui sont identiques, qui sont des garanties d'emprunt, il y a des abstentions? Vous sortez? Vous voulez sortir? Oui, allez-y, monsieur Tronchon. Non, en fait, ma collègue me fait remarquer une chose, c'est que j'ai un pouvoir. Et donc, du coup, si je m'abstiens, en fait, mon collègue aussi s'abstient. Tant pis. D'accord, merci. Tant pis. Tant pis. Je pense qu'il faut mieux que vous sortiez quand même. Hein. Non. Ceci étant, monsieur Tronchon, soyez pas inquiet, la délibération va être adoptée. Donc, non, je parle pour votre pouvoir, soyez pas inquiets. Donc, pour ces 3 délibérations qui sont des garanties d'emprunt classiques, mes chers collègues, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Vote pour, s'il vous plaît. Merci à tous. Pour le point suivant, je ne suis pas certain que M. Sidbon puisse le présenter. Ce serait mieux que ce soit M. Guillaumard. Merci. J'invite M. Sidbon peut-être à... Ouais. Par précaution, hein. Il n'y a pas de secret, M. Sidbon est simplement au conseil d'administration du CIPEREC et c'est mieux qu'il ne vote pas. Voilà. Alors, nous allons donc débattre de l'adhésion à la compétence infrastructure de charge du CIPEREC. Depuis l'arrêt du service autopartage Autolib, le territoire francilien ne dispose plus que de quelques centaines de points de recharge sur le domaine public, alors qu'une étude menée en 2018 par le CIPEREC et le syndicat Autolib Vélib Métropole estime à 12 000 points le besoin à horizon 2022. Dans ce contexte, le CIPEREC a proposé à ses adhérents, lors du comité du 15 octobre 2019, de transférer leurs compétences infrastructure de charge. Le syndicat dispose déjà du marché nécessaire à la mise en œuvre de cette compétence, ce qui permettra l'installation rapide des premières bornes. Ce marché couvre
la remise en fonctionnement des bornes Autolib, la dépose des bornes Autolib et l'installation de nouvelles bornes intégrant les dernières normes, l'exploitation et la maintenance, la gestion des bornes, c'est-à-dire la facturation des usagers. Les conditions administratives, techniques et financières de mise en œuvre de cette compétence approuvées par le comité du CIPEREC le 15 octobre 2019 sont jointes à l'annexe de cette délibération. En considération de ces éléments, il nous est donc proposé, mes chers collègues, d'adopter cette délibération permettant à la ville d'Asnières d'adhérer donc à la compétence infrastructure de charge du CIPEREC. On vote? On vote et puis tu continues? Alors, oui, ben, peut-être monsieur, et puis ensuite avant le vote. Allez-y. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous évoquons dans cette délibération le syndicat Autolib et Vélib Métropole. Donc, en préambule, nous souhaiterions parler brièvement du Vélib, qui est un service qui rencontre toujours plus de succès malgré le manque d'aménagement pour les vélos dans la ville. Ainsi, la station prévue rue des Bourguignons, au niveau de la gare de Bois-Colombes, est plus que jamais attendue. Le succès du Vélib se manifeste aussi du côté de la station située place Beltrame. Ces 16 emplacements pour vélos sont clairement insuffisants, puisqu'ils sont tous vides dès 8 h du matin. Nous formons ainsi le vœu que ces équipements se renforcent rapidement. Alors, nous parlons maintenant des infrastructures de charge pour voitures électriques, c'est-à-dire l'objet de la délibération de ce soir. Il est clair que la ville manque fortement de bornes de recharge. Nous allons donc évidemment voter pour cette délibération. Cela lèvera peut-être un frein à l'acquisition d'une voiture électrique pour celles et ceux qui ont absolument besoin d'un véhicule personnel. Nous validons d'autant plus cette délibération que cela permet une forme de recyclage des bornes existantes. Nous notons également, que cela soit voulu ou non, que les charges lentes seront privilégiées sur les nouvelles bornes. Les charges lentes permettent de lisser la puissance appelée sur le réseau et donc de ne pas devoir surdimensionner les infrastructures de distribution d'électricité. C'est donc un bon point supplémentaire. Nous regrettons toutefois que cette logique n'ait pas été poussée jusqu'au bout. Pourquoi continuer à alimenter les infrastructures de la ville par de l'électricité à plus de 70% d'origine nucléaire? Dans la préparation de ce conseil, vous nous avez donné comme explication que vous cherchiez à décarboner l'énergie consommée par la ville. Vous voulez de cette façon lutter contre le réchauffement climatique, ce qui est un objectif louable. Nous vous félicitons ainsi pour votre choix annoncé de remplacer le gaz fossile et le fioul par du biogaz. Espérons que cela s'accompagne ou s'accompagnera d'investissements visant en parallèle à diminuer la consommation de cette énergie. En revanche, nous pensons que vous faites fausse route sur l'électricité. Les études du cycle de vie complet d'une centrale nucléaire montrent en effet qu'en moyenne, celles-ci ont des émissions de CO2 par kilowattheure supérieures à l'électricité d'origine renouvelable. Nous ne parlerons pas ici des risques d'accident, de la gestion des déchets nucléaires ou encore des rejets radioactifs. Nous pouvons parler en revanche des impacts directs sur l'environnement, la biodiversité et le réchauffement climatique de ces centrales nucléaires, qui ont comme inconvénient de dégager beaucoup de chaleur, une chaleur qui est généralement dispersée dans l'atmosphère et dans les cours d'eau. Alors notre point de vue relève probablement de ce que Monsieur le maire a qualifié, je cite, d'écologie un peu radicale lors d'un précédent conseil municipal, mais nous espérons que vous reconsidérerez votre décision. Le seul choix vraiment durable, c'est de souscrire à un contrat d'électricité renouvelable, acheter directement à des producteurs, si possible des producteurs locaux, car non, le nucléaire ne sauvera pas le climat. Merci pour votre attention. Merci monsieur. On va passer au vote et ensuite on fera rentrer Frédéric Sidbon qui va dire un mot et Thomas Doublic également. Donc qui vote pour? Marido, tu veux dire un mot peut-être? Non? Non? D'accord. Je te voyais lever la main, donc c'est pour ça. Donc qui vote pour? L'unanimité, je vous remercie. On peut faire rentrer donc Frédéric, Thomas Doublic, maire adjoint, et ensuite Frédéric Sidbon. Merci Monsieur le maire. Par rapport aux thématiques sur l'électricité, comme on vous l'a précisé, nous faisons confiance au mix français. Parle bien dans le micro parce qu'on entend mal. Nous faisons confiance au mix français, qui est un mix profondément décarboné. Et en l'occurrence, les fermetures, notamment de Fessenheim, qui s'est récemment produite, a conduit le gouvernement à repousser la fermeture d'une centrale à charbon, dont je rappelle que la fermeture avait été actée par le Grenelle de l'environnement. Donc c'est quelque chose qui est quand même important, de faire en sorte qu'aujourd'hui, on utilise le mix électrique tel qu'il est, tout en sachant qu'il évolue, et il évolue vite, puisque peut-être aussi pour l'information de tous, sur la facture d'électricité, vous avez vu qu'elle a considérablement augmenté ces dernières années, et elle augmente quasi exclusivement du fait des taxes, ces taxes qui sont affectées justement à la production d'énergie renouvelable.
Par ailleurs, j'aimerais juste vous rappeler également que les offres qui sont faites en matière d'électricité renouvelable sont essentiellement des offres de nature financière, parce que nul opérateur n'est en mesure aujourd'hui de garantir l'origine de l'électricité. Cette électricité, elle est essentiellement produite en France, sauf dans les périodes où nous avons besoin des interconnexions qui sont développées par le gouvernement avec nos riverains dans ce qu'on appelle la plaque électrique européenne. L'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte qu'on se substitue à des énergies propres, à des énergies qui sont aujourd'hui extrêmement dommageables et à brève échéance sur le climat. Et comme je l'ai dit dans le cadre de la réunion préparatoire à ce Conseil, mais nos concitoyens n'ont pas forcément entendu, puisque ces réunions ne sont pas publiques, notre objectif prioritaire est la lutte contre le réchauffement climatique, et donc notre objectif prioritaire est de substituer tout ce qui est carboné vers du non carboné. Je vous remercie. Et ben voilà, hein. Les écolos de la majorité municipale se manifestent. Ça y est, on les connaît. Non, mais bravo, félicitations pour ces explications. Frédéric Sidbon, et puis ensuite, monsieur. Merci, monsieur le maire. Oui, donc juste pour information, donc comme l'a dit mon collègue Thomas, avec lequel nous travaillons main dans la main aussi sur le développement durable, il est vrai que c'est quelque chose de, l'énergie est décarbonée, donc je ne reviendrai pas. Juste un point sur le plan mobilité, puisque je travaille aussi en tant que agent de mobilité à ce plan mobilité. Ce plan de bornes électriques fait partie de ce plan de mobilité, puisque comme vous le savez, les véhicules électriques augmentent de façon exponentielle et c'est bon pour la planète, encore une fois. Donc on a besoin de bornes. Sur Asnières, en fait, ça se compte sur les doigts de deux mains. Il doit y avoir 6 ou 7 bornes aujourd'hui sous l'hôtel de ville, et encore, c'est du 3,5 kVA, donc c'est vraiment pas grand-chose. On a besoin de plus que ça. Et j'en n'oublie pas, bien sûr, le plan vélo. Bien entendu, c'est fait partie du plan mobilité. Donc bien entendu, le Vélib, on continue. Il y a eu le Covid, donc qui a fait qui a pris un petit peu de retard, mais sans aucun problème. Nous avions fait ce plan avec une situation avec mon collègue Thierry Michel Isoard sur des parkings Vélib. Ils seront bien mis en place. C'est en cours. Et puis, pour information, personnellement, moi j'ai même reçu une association, j'ai fait du vélo avec elle sur Asnières. Pendant ces 3 heures, en fait, on a fait du vélo ensemble. On a fait tous les points, en fait, d'Asnières où il y avait un problème. J'étais avec mon portable directement, avec mail sur mail, photo après photo, pour faire un mieux, en fait, à chaque fois. On a choisi ensemble les nouveaux parkings vélos. On a choisi ensemble même les modèles des parkings vélos. Donc que ce soit Vélib, vélo, Autolib, maintenant que ça sera des nouvelles bornes modernes. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ce sera entre 7,4 et 22 kVA sans faire le travaux, ce qu'on appelle du rétrofit. C'est quelque chose d'important. Et c'est lié vraiment au plan de mobilité que nous voulons de grande ampleur sur Asnières, et c'est le cas. Donc voilà, je pense que la boucle est bouclée. Je vous remercie. Très bien, et merci à Thierry Michel Isoard d'avoir travaillé sur ces sujets dans le précédent mandat avant d'être aujourd'hui maire adjoint au patrimoine. Monsieur. Oui, merci. Je voulais juste revenir sur ce que M. Doublic a indiqué. Alors effectivement, l'électricité, aujourd'hui, on ne sait pas la tracer dans le réseau. Vous indiquez donc que c'est essentiellement une mesure financière, mais justement, cette mesure financière, elle est extrêmement puissante, et vous déplorez le fait qu'aucun fournisseur aujourd'hui ne pourrait fournir en énergie d'origine renouvelable, en électricité d'origine renouvelable, les besoins de la France entière. Certes, mais pour cela, il faut faire des investissements. Donc pour cela, il faut orienter les financements et donc souscrire à ce type d'offres, ce qui va permettre de développer la capacité. Voilà, donc on n'a effectivement pas du tout la même conception de cette politique énergétique. Nous en prenons acte, on n'est pas très surpris, mais voilà. Ceci dit, nous voterons pour cette délibération. Merci. André Mancipose. C'était juste pour remettre une pièce, mais honnêtement, enfin, ce débat sur le carbone en France est affligeant. Notre industrie nucléaire est un des rares atouts
que les gouvernements, d'ailleurs de gauche et de droite, avaient jusqu'à présent su faire prospérer. Je rappelle que dans notre politique industrielle, les 4 atouts essentiels qui malheureusement aujourd'hui sont pas aussi entretenus qu'on le devrait, c'était le nucléaire, l'aérospatial, Airbus et puis le TGV. Et ça, c'est des vieilles décisions politiques, mais qui furent reprises. Même avec le programme commun de 81, ces décisions ne furent pas remises en cause. En ce qui concerne le nucléaire, il y a un organisme mondial auquel tous les écologistes accordent, je crois, un certain crédit, qui s'appelle le GIEC. Et le GIEC dit, sans le nucléaire, il n'y a pas la possibilité de faire et d'atteindre les objectifs de réduction d'augmentation de chaleur sur l'ensemble de la planète. Je rappelle aussi que sans le nucléaire, les Chinois, qui sont les plus gros pollueurs avec les États-Unis de la planète, eh bien, continueraient à nous envoyer des fumines de charbon par tonnes pendant les décennies qui viennent. Donc je pense qu'il faut chacun qu'on revienne à la réalité. Bon, c'est votre idée, c'est votre idéologie, je respecte le fait que vous ne pensiez pas comme moi, mais par contre, les vrais chiffres, ceux du GIEC, c'est 12 grammes de CO2 par kilowattheure produit pour le nucléaire, et c'est bien inférieur à tout ce que racontent souvent sur les plateaux de télé les membres écologistes parce qu'ils veulent faire la peau des usines du nucléaire. Voilà. Donc, Thomas a tout à fait raison quand il dit qu'en plus c'est pas traçable, et on vous vend du vent sans jeu de mots par rapport aux éoliennes. Parce que d'abord le vent, il n'y en a pas tout le temps, le soleil, il n'y en a pas tout le temps, et quand vous avez besoin de recharger votre voiture en revenant du boulot, c'est-à-dire le soir, quelle électricité vous avez? Forcément celle des centrales. Donc à un moment donné, il faut juste être pratico-pratique. Thomas Doublic. Merci Monsieur le maire. Juste pour renforcer aussi le propos d'André Mancipose, il n'y a pas que la filière nucléaire qui a été massacrée ou qui est en train d'être massacrée, il y a aussi la filière hydroélectrique. C'est une filière qu'on a mis en place avec une loi de 1916 qui donne à l'État la concession des barrages hydroélectriques et qu'aujourd'hui, une partie d'Europe Écologie Les Verts, parce que pas tous heureusement, est en train de demander l'effacement, donc d'enlever des barrages qui produisent une énergie propre depuis au moins un siècle. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est assez dangereux, parce que notamment des sociétés comme Alstom ont arrêté de produire des turbines. Et donc aujourd'hui, pour remplacer et mettre aux normes et à jour nos installations hydroélectriques, nous allons faire confiance à des Américains. Donc il y a aussi une logique industrielle. Nous, on a la chance dans notre pays d'avoir une politique énergétique qui est quand même relativement décarbonée par rapport à nos voisins. Et il est important, à mon sens, de poursuivre cet avantage. Bien. Madame, vous aviez demandé la parole et puis après on va passer au vote. Secteur écologie, puisque visiblement il est partagé par la majorité et les groupes hors majorité. On avait posé une question, puisque tout le monde s'accordera que finalement, quelle que soit la provenance de cette énergie, l'un des intérêts, c'est d'essayer de moins en consommer. Et donc on avait posé une petite question à laquelle il nous a été aussi répondu, et donc du coup je voulais juste partager cette réponse. Parmi toujours les fameux 100 milliards du plan de relance France-Europe, il y a une enveloppe de 30 milliards qui est prévue pour la transition énergétique et une enveloppe de 6,7 milliards notamment pour la rénovation énergique des bâtiments, notamment publics. Et donc on avait posé la question pour savoir si à Asnières il y avait des bâtiments qui pourraient ou devraient en bénéficier. Et la réponse qui nous a été apportée et qui nous satisfait pleinement, c'est que la ville formalise actuellement une consultation pour un marché public global de performance ayant pour objet effectivement la conception et la réalisation de travaux favorisant les économies d'énergie sur le patrimoine bâti de la ville. Voilà, merci. C'est ça. On va passer au vote si vous voulez bien. Monsieur Guillard, alors allez-y. Je vous remercie, Monsieur le maire. Non, j'interviens très rapidement parce que je vois que Monsieur Mancipose a cité le GIEC. Le GIEC a établi un certain nombre de scénarios sur lesquels, effectivement, la part du nucléaire pouvait être intéressante pour une baisse des émissions des gaz à effet de serre. Pour autant, ces scénarios qui intégraient le nucléaire dedans étaient extrêmement minoritaires. Donc on ne peut pas dire que le GIEC a été prescripteur, pour le coup, de l'utilisation du nucléaire pour la baisse des émissions carbone. Au contraire,
ils ont considéré que le nucléaire pouvait être annihilé, ou en tout cas cette forme d'énergie, de production d'énergie, pouvait disparaître d'ici la fin de ce siècle, justement pour passer à une énergie entièrement non carbonée et évidemment non polluante. Je vous remercie. Merci pour la teneur de ce débat qui, effectivement, est très intéressant et qui montre que chacun a des arguments et une forte connaissance du sujet. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un débat de ce niveau. On va passer au vote. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe au point suivant, et c'est M. Sidbon qui a la parole. Non, il est sorti encore, M. Sidbon? Alors, Monsieur Marre, dans ces cas-là... Toujours pas. En cohérence avec la précédente délibération, il est proposé à notre Assemblée d'approuver au profit du CIPEREC la désaffection des équipements des stations et espaces Autolib au service autopartage, l'affectation de ces mêmes équipements au service public d'infrastructures de charge. Bien. On est d'accord? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Sidbon peut rentrer. Il était sorti, vous l'aurez compris, puisque Monsieur Sidbon a été élu vice-président du CIPEREC et que dès lors, il ne peut pas prendre part au vote relativement à des délibérations qui concernent le CIPEREC. Le monde est ainsi fait. Alors, on continue avec le patrimoine, création d'une chambre funéraire, rue de l'Égalité. Donc, Madame Ménard. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, donc la délibération de ce soir concerne la création d'une chambre funéraire 6-3 avenue de l'Égalité. Dans le cadre d'une demande de création d'une chambre funéraire présentée par Monsieur Thomas Beaucourt, gérant de la société Funé-Consult, pour son client les pompes funèbres Marbrerie des Deux-Rives, le préfet des Hauts-de-Seine requiert l'avis purement consultatif de notre Assemblée en vertu des dispositions de l'article R 2223-74 du Code général des collectivités territoriales. Ce soir, mes chers collègues, il nous est donc proposé d'approuver ce projet qui répond d'une part aux exigences législatives et réglementaires en vigueur et permet d'autre part aux administrés de disposer d'une chambre funéraire plus proche du lieu d'inhumation. Je vous remercie. Merci. Pas de questions, on passe au vote. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité, merci. On continue et je passe la parole à Madame Fischer pour le chapitre Culture et Tourisme. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. La première délibération concerne l'octroi d'une subvention de fonctionnement à un certain nombre d'associations dans le cadre du Festival du Conte pour l'année 2020. Ce festival existe depuis déjà un certain nombre d'années et la ville souhaite lui donner une dimension plus importante afin de proposer des spectacles pour tous les types de publics sur l'ensemble du territoire. À la suite d'un appel à projet, donc des compagnies artistiques ont été retenues. Il s'agit donc de 8 compagnies et il nous est proposé d'allouer des subventions de fonctionnement pour un total de 10 150 €. Des questions, des Vous avez interventions? le détail des compagnies dans vos documents. Oui. Pas de questions. On passe au vote. Qui vote pour? À l'unanimité. Je vous remercie. La deuxième délibération concerne des demandes de subventions pour l'acquisition de matériel et de mobilier pour le réseau de nos 3 médiathèques municipales. Actuellement, nous procédons à la modernisation des équipements de nos médiathèques avec déploiement d'un nouveau logiciel de gestion, un portail performant ouvrant de nouvelles possibilités visuelles et techniques et puis l'application de ressources numériques. Nous procédons également à un réaménagement des espaces. Donc, ces nouveaux éléments visent à permettre une meilleure accessibilité, une amélioration de l'accueil, une mise en valeur de la culture sur le territoire. Donc là, il s'agit d'acquérir du matériel d'exposition pour un montant de 84 000 € et des meubles pour un montant de 68 000 €. Ces besoins ont été identifiés suite à une enquête réalisée auprès des Agnérois. Nous avons été accompagnés par le cabinet Polytea.
Voilà, donc le montant total exact est de 152 026,33 € hors taxe. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver la demande de subvention. Merci. Monsieur. Oui, sur le sujet des médiathèques, alors évidemment on va voter pour cette délibération. Par contre, nous avons été interpellés par des Agnérois sur des changements d'horaire d'ouverture des médiathèques, et notamment la réduction des horaires avec des fermetures plus tôt le soir et une fermeture complète le jeudi. Donc nous aurions souhaité avoir quelques informations supplémentaires. Alors, nous pourrions comprendre que vous ne les ayez pas sous la main, mais voilà. D'accord, Madame Fischer. Merci. Oui, je pensais que la réponse vous avait été adressée. Nous avons été obligés de revoir, en raison de la Covid, les horaires. Et nous avons donc, en fonction des habitudes des Agnérois et de la fréquentation des médiathèques, modifié ces horaires pour permettre de maintenir, eu égard au surcroît de travail. Ça peut sembler bizarre, mais oui, il y a plus de travail pour les agents parce qu'il faut gérer les livres, il faut les mettre en quarantaine, les ramener. Enfin, c'est tout un travail qui ne se voit pas, mais qui est supplémentaire, qui a été imposé à nos agents. Donc, il a fallu redistribuer les heures, si je puis dire, de travail, et ce sont les horaires les moins fréquentés par les Agnérois qui ont donc été, qui ont amené, enfin, ces fermetures correspondent aux horaires les moins fréquentés, voire pas du tout par les Agnérois. Alors ça donne à penser, votre remarque, qu'il faut qu'on communique, à mon avis, mieux vis-à-vis de tous les utilisateurs pour mettre au clair la raison de ces évolutions. Hein, ça, c'est d'ailleurs comme souvent, hein, de toute façon, sur toutes les évolutions qui sont effectivement nouvelles comme celle-là, il faut vraiment qu'on communique de façon adéquate, déjà en interne sur les sites eux-mêmes, évidemment sur les réseaux sociaux, mais par une communication permanente sur les sites. Oui. Pardon. Oui, je voulais juste préciser qu'en fait, c'est nous, Agnières et vous, qui avons posé la question par écrit. Et donc, effectivement, on a eu la réponse sur les horaires. Mais c'est ce qui explique que Thomas, qui a reposé la question, n'a pas connaissance de votre réponse. D'accord. Voilà, merci à vous. Merci. Alors, on a voté ça, on a passé au vote? Non, on n'a pas passé au vote. Alors, on vote. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Merci à vous. La troisième délibération de ce chapitre concerne l'approbation d'une convention constitutive d'un groupement de commandes avec le département des Hauts-de-Seine en vue de l'externalisation, de la conservation et de la gestion des archives intermédiaires dans un système d'archivage électronique à valeur légale et pas égale. Enfin bon, à valeur légale. À valeur probatoire même, très exactement. En fait, il s'agit de mettre en place, avec le conseil départemental et d'autres collectivités territoriales, un système qui nous permet d'archiver des choses très techniques, des pièces comptables, des dossiers de marché public, des plans, des documents de paie. Voilà. Donc, ça permet d'optimiser et de bénéficier de techniques pour l'ensemble des collectivités qui adhèrent à ce groupement de commandes. Voilà, donc il nous est proposé de rejoindre ce groupement de commandes et de signer dans ce cadre une convention pour la mutualisation de l'archivage électronique au niveau territorial des Hauts-de-Seine. Très bien, on est d'accord là-dessus, je pense. Qui vote pour? À l'unanimité, merci. On passe à la suite maintenant avec le chapitre Petite Enfance. Madame Carmentran, maire adjoint, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Les structures municipales de la petite enfance disposent d'appareils d'aspiration qui ne sont plus destinés à être utilisés. En effet, les protocoles médicaux d'urgence ont été modifiés et en accord avec le médecin de la PMI qui contrôle ces établissements et qui ne mentionne plus l'utilisation de ces appareils. L'hôpital pour enfants malades Necker est pour sa part intéressé par ces matériels à destination des enfants asthmatiques. Aussi, la ville souhaite faire don de ces 13 appareils qui, sur le plan comptable, ont fait l'objet d'un amortissement intégral et présentent à ce jour une valeur nette comptable établie à 0 €. Il vous est donc demandé d'approuver ce don de matériel à l'hôpital Necker. Je vous remercie.
Voilà, je pense que chacun, effectivement, nous rejoindra là-dessus. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité, merci. On passe maintenant la parole à Marie-Do et Schliemann pour le chapitre Éducation enfance. Merci Monsieur le maire. Afin d'accompagner les parcours éducatifs vers la réussite éducative et l'excellence, la ville d'Asnières s'est engagée dans la mise en place d'un réseau d'excellence scolaire dans 2 groupes scolaires classés en réseau d'éducation prioritaire. Au sein des quartiers nord d'Asnières, il s'agit de projets visant à favoriser l'accès à la culture des enfants par l'apprentissage de la pratique musicale et théâtrale, ainsi que leur mobilité au sein de la ville essentielle à la mixité sociale. En 2017-2018, la ville d'Asnières a décidé d'étendre ce dispositif pour en faire bénéficier à davantage d'enfants, mais toujours dans les écoles situées sur le territoire prioritaire politique de la ville. Depuis, le bilan très positif de cette action, nous réitérons chaque année ce dispositif. Il s'agit donc de proposer des ateliers autour du théâtre, de la musique et de la danse. Ces ateliers se déroulent sur la base des 3 piliers de l'éducation artistique et culturelle du référentiel éducation nationale, qui se décline sur fréquenter afin de multiplier les rencontres pratiquées pour acquérir un savoir-faire, s'approprier, c'est-à-dire accroître les connaissances. Ces enseignements sont dispensés en co-intervention avec l'enseignant et les intervenants des associations sélectionnées au terme d'un appel à projet et sur le temps scolaire. Donc, à titre de précision, cette année, près de 150 élèves bénéficieront de ces ateliers. Ils sont scolarisés en CE2 au sein des écoles élémentaires Descartes A, Descartes B, Poincaré A et Poincaré B. Ces ateliers se dérouleront entre novembre 2020 et février 2021 et chaque classe bénéficiera de 30 heures d'ateliers hors vacances scolaires. Pour terminer, je vais vous informer sur les associations qui ont été retenues au terme d'une commission qui s'est réunie le 10 septembre dernier. Donc l'association Théâtre des Mondes pour 6 086 €, une classe. Les Petits Souliers, 8 000 € pour 2 classes. Le Studio d'Asnières, 5 000 €, une classe. Et l'association Namasténie, 5 582 € pour 2 classes. Il nous est demandé ce soir d'allouer les subventions de fonctionnement et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions correspondantes. Je vous remercie. Oui, madame, vous avez la parole. Alors, nous allons bien sûr voter pour cette délibération. Toutefois, nous avons encore été interpellés par des parents de l'école Michelet qui ont rédigé il y a quelques jours un courrier où ils se questionnent sur la sécurité de leurs enfants qui sont installés dans les 2 classes situées dans l'ancien appartement du gardien. Donc, ils nous interpellent notamment sur les points suivants. Ils nous indiquent que l'escalier en bois portant accès aux classes est trop petit, trop incliné et avec une hauteur de garde-corps insuffisante. L'escalier de secours a également lui aussi des garde-corps non conformes, selon eux, et la porte de secours est non étanche à l'air. Donc j'ai reçu des photos que je tiens d'ailleurs à disposition de mes collègues. Il a donc été demandé de manière officielle si le chantier, avant d'accueillir les élèves, avait été visité par la commission de sécurité. Et si oui, à quelle date ? Et quel a été l'avis consultatif émis par cette dernière? Car à ce jour, ils n'ont toujours pas obtenu de réponse. Et également, je me suis aperçue qu'un phasage des travaux de l'école Michelet avait été complété le 30 avril. Et nous avions discuté de ce point lors du dernier conseil municipal. Vous nous aviez indiqué ne pas avoir encore le phasage des travaux, alors que sur le document, il avait été indiqué complété au 30 avril. Donc je souhaitais savoir pourquoi il n'avait pas été communiqué aux parents qui en avaient fait la demande. Merci. Merci. Marie-Do. Merci. Je vous ai perdu sur la deuxième partie de la question. Vous pouvez répéter la deuxième partie, enfin, je ne sais pas qui parle. Concernant le phasage Oui, s'il vous plaît. Alors du coup, lors du dernier conseil municipal, on avait discuté ensemble du phasage des travaux. Vous m'aviez indiqué ne pas avoir encore d'informations sur tout ce qui allait... sur le phasage des travaux en soi.
Et j'ai vu sur un document que celui-ci avait été complété le 30 avril dernier. Donc je me demandais pourquoi il n'avait pas été communiqué aux parents s'il était complet déjà depuis plusieurs mois. D'accord. Alors d'abord, je suis toujours très transparente sur les réponses aux questions qui sont faites. Enfin, je voudrais juste vous rappeler qu'on a un ordre du jour et à ma connaissance, on était sur les classes, les ateliers culturels et artistiques dans les écoles classées en réseau REP des quartiers des Hauts-Danières, donc des cartes A, des cartes B, point carré A, point carré B. Voilà, donc je peux toujours vous répondre, mais enfin, si tout le monde pose des questions annexes sur toutes les écoles quand on a évoqué un sujet artistique et culturel, si vous voulez, on ne va pas s'en sortir. Et on a quand même un ordre du jour, donc ça serait bien par correction que vous vous en teniez, de façon à ce qu'on puisse avoir des débats éclairés, mais en tout cas réguliers. Sur le fond, en ce qui concerne le phasage, vous répondre très simplement qu'effectivement la phase préparatoire de ces travaux a commencé cet été. Nous avons l'intention de présenter aux parents à l'occasion d'une réunion qui aura lieu le 13 octobre prochain, de mémoire, le 13 ou le 15 octobre, les futures phases, donc je ne vais pas les détailler ici, puisqu'encore une fois, on n'est pas sur un ordre du jour qui correspond à l'école Michelet et aux travaux en particulier. En ce qui concerne donc les demandes des parents d'élèves qui ont sollicité, qui ont interrogé sur les travaux, une réponse leur sera adressée prochainement. En tout cas, pour vous rassurer, j'ai bien reçu ce courrier. Depuis, les 2-3 points qui ont été signalés ont été réglés, notamment la pose de garde-corps pour pouvoir sécuriser les escaliers qui n'étaient pas encore équipés. Je tire aussi des photos que je vous ferai parvenir, si ça vous intéresse. Et en ce qui concerne la commission de sécurité, elle n'a pas été réunie puisque l'agent qui est en charge de l'organisation de ces commissions de sécurité a quitté la collectivité au mois d'août dernier. Et il a été remplacé et 2 jours après son arrivée, sa successeur, on va dire, l'agent qui a pris la suite, a quitté la collectivité. Par conséquent, c'était à quelques jours de la rentrée scolaire, donc un peu compliqué pour ne pas accueillir les 2 classes en question, hein, qui étaient créées. Cependant, le remplacement de cet agent est prévu et le nouvel occupant du poste arrive courant octobre. Par conséquent, la dite commission sera organisée avec les services correspondants dans la foulée. En ce qui concerne les travaux proprement dits, pas de difficultés particulières puisque nous avons une attestation de conformité des travaux qui, conformément aux règles de construction, tels qu'ils ont été prévus par l'architecte, disponibles. Et par ailleurs, on m'a indiqué également que l'attestation de contrôle et de vérification technique relative au projet a bien été sollicitée et rendue par le bureau de contrôle. Donc, avant bien sûr l'accueil des enfants sur cette école, toutes les vérifications ont été faites de façon à ce que l'arrivée des enfants se fasse dans des bonnes conditions. Cependant, à l'occasion de cette réunion d'information qui a lieu donc le 13 octobre prochain, nous présenterons aux parents les futures étapes du phasage avec l'arrivée, la livraison d'un certain nombre de classes à partir de la rentrée d'après les vacances de la Toussaint et progressivement les activités qui seront mises en place notamment sur la pause méridienne, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette réunion, puisque ce n'est pas l'objet de notre réunion de ce soir. Merci. Merci. Madame Pasquini, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Je me suis permise de poser la question, même si ce n'était pas à l'ordre du jour, puisque, contrairement à mes collègues Picard et Tranchon, quand je pose des questions par mail, je n'obtiens pas de réponse.
d'une manière générale. Donc je pensais que du coup le passage de la commission de sécurité était obligatoire dans des établissements qui recevaient du public. Et également, je voulais signaler que la réunion dont vous parlez, qui aura lieu le 13 ou le 18 octobre, je ne sais plus, les parents ne sont pas invités. Donc il y aura les parents d'élèves, les enseignants, mais du coup, voilà, d'une manière générale, il était intéressant pour eux d'avoir cette information aussi aujourd'hui, puisqu'elle est limitée en nombre de présences. Marie-Do. Alors, pour des conditions sanitaires évidentes, nous n'avons, pour la première fois, depuis que nous avons commencé à la concertation, enfin on va dire l'information et la concertation sur ce projet de rénovation du groupe scolaire Michelet, nous n'allons pas pouvoir recevoir tous les parents qui le souhaitent dans le préau de l'école Michelet B, comme nous avions fait jusqu'à maintenant. Je crois qu'il y a déjà eu au moins 3 réunions d'information et de concertation depuis 2018. Mais nous avons prévu en priorité de limiter donc à 50 le nombre de participants physiquement, en présentiel, donner la priorité aux enseignants, aux représentants de l'éducation nationale, aux parents d'élèves délégués, donc ceux qui sont représentants. Et puis nous avons prévu de transmettre, mais je crois qu'il y a un mail qui est parti aujourd'hui, si je ne m'abuse, aux parents un lien pour pouvoir accéder et assister, participer à cette réunion en distanciel. Et puis nous nous organiserons pour pouvoir répondre aux questions en direct ou en différé pour pouvoir gérer toutes les problématiques. C'est vrai que c'est un contexte un peu particulier, mais on n'a pas d'autre solution. Il est hors de question de générer de l'insécurité pour organiser des réunions d'information. Puis sur le dernier point, effectivement, vous aviez posé la question du phasage lors d'un précédent conseil, je crois, mais n'ayant pas le détail du phasage, j'ai estimé que cette information pourrait être communiquée dès que je l'aurai, en tout état de cause lors de la réunion. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Vos demandes sont traitées comme celles de tout le monde. Merci. On va passer au vote. Juste un mot. Les services prennent soin de répondre à toutes les questions qui sont posées. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher du secrétariat général en fin de séance pour voir quel est le bon contact, parce qu'eux n'ont pas de traces de mails reçus. Donc, n'hésitez pas, d'une part. D'autre part, je vous invite quand même lorsque vous posez des questions, essayer de les cibler sur l'ordre du jour du conseil municipal, y compris celles posées au secrétariat général, parce que c'est vrai qu'ils ont plein de choses à faire et ils ne peuvent pas passer non plus leur journée à répondre à toutes les questions qu'on a envie de poser. Mais en tout état de cause, n'hésitez pas, parce qu'il sera répondu naturellement. On vote. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, jeunesse, avec M. Reclus. Alors, c'est sur l'avenant prorogeant la convention d'objectifs et de financement avec la CAF Hauts-de-Seine. Donc, la Caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine a formalisé une convention d'objectifs et de financement avec la ville relative au versement de prestations de services du contrat local d'accompagnement scolaire. Le présent avenant a pour objectif unique de proroger la convention initiale sans en modifier les conditions. Il nous est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant portant prolongation de cette convention avec la Caisse d'allocation familiale. D'accord. Classique. Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Et enfin, la communication de la liste des décisions qui ont été prises. Vous avez posé un certain nombre de questions. Et je pense qu'il a été répondu, mais malgré tout, avez-vous des renseignements complémentaires à demander sur cette simple communication? Oui, madame. Non, on n'a pas posé de questions. Nous, en tout cas. D'accord. On est bon. Donc, on prend... Alors, il est demandé de prendre acte de cette communication. Donc, il ne s'agit pas de voter pour ou contre, mais de prendre acte que communication a été faite. Donc, qui prend acte? On prend tous acte. Merci. Enfin, avant qu'on ne se quitte, d'abord,
Merci à l'équipe de William Baruch et aux techniciens qui ont organisé la retransmission sur Internet de cette séance. Vous avez vu que, en fonction des différentes décisions gouvernementales, nous avons veillé à adapter un certain nombre de nos événements, sans pour autant tous les supprimer, du moins pendant un premier temps. C'est ainsi que nous avons pu réaliser le forum des associations, avec distanciation bien sûr, et masques pour tous, quelques soirées food truck, diverses animations. Toutefois, dans une nouvelle phase, vous avez vu aussi que nous avons été amenés, sur demande expresse de Monsieur le Préfet, d'annuler les brocantes, certains concerts de rue, et voilà. Donc, c'est important pour nous aussi de regarder précisément l'évolution de la pandémie en matière d'organisation de la vie de la ville, parce que les différents sujets, les différents projets prennent corps, les différents sujets, notamment administratifs et financiers, s'enclenchent. Mais vous le savez, on l'a toujours dit, on l'a toujours fait, il faut aussi que la ville d'Asnières soit conviviale. Alors elle l'est dans une mesure et dans une limite évidemment de la situation actuelle pour ne mettre personne en danger. Et un certain nombre de nos événements ne sont pas pour autant pour l'instant annulés. On attend de voir l'évolution, que ce soit pour la semaine du goût, qui doit se produire après la mi-octobre, que ce soit pour le Salon du Livre, et pour quelques autres événements, sous l'égide de Thierry Sellier et de son équipe. Donc voilà. Même chose pour Sony, pour Thierry Legac, enfin voilà, chacun a des choses à organiser. On n'annule pas, on attend, on regarde comment les choses se passent, on annulera s'il le faut. Et en attendant, retour à meilleure fortune. Mais en tout cas, on essaye de ne pas faire un excès de zèle en annulant des choses qui n'ont pas à l'être. Mais par contre, quand on considère qu'elles doivent l'être ou que le préfet nous demande de le faire, évidemment, on le fait sans récriminer parce que, évidemment, le plus important, c'est la santé publique. Pas de questions orales ce soir. Donc, nous allons clôturer cette séance. Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 26 novembre 2020 à 19h. Oui, madame. Juste pour préciser, donc nous, on avait bien envoyé nos questions orales auxquelles il a été répondu donc, oui. Dans le courant de la séance. Donc, pas de souci. Très donc bien. Ça nous va très bien. On avait des questions orales. Parfait. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous, retirer vos masques. Si toutefois vous avez confiance, évidemment, dans les personnes que vous allez retrouver à la maison. Mais ça, c'est à voir. Bonne soirée.